Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, beau chandail. Merci, toi aussi. Merci, merci. Et on va en parler tantôt. On va laisser les gens, ils peuvent le reconnaître, là, remarquez bien, mais si on dit incroyable, renversant, superbe. Exactement. Alors, on va garder un peu de suspense. On va vous parler de notre invité parce que une émission spéciale cette semaine, François. À tout seigneur, tout honneur, on se doit absolument de parler de cette jeune golfeuse canadienne de 18 ans, François, qui est devenue la première depuis des lunes à remporter un tournoi majeur sur le LPGA. Assez incroyable. Brooke Henderson, Alexandre, une Ontarienne qui a remporté le championnat des joueuses de la LPGA. C'est de valeur, on n'en entend pas parler des femmes au golf ou presque à la LPGA, mais c'est immense, c'est un majeur, c'est gros. Elle vient de faire beaucoup de sous avec ça. Et Brooke Henderson, Alexandre, je l'ai vu jouer, moi, il y a 4 ans, où ma conjointe Élise était en compétition à Belleuil sur le circuit canadien CN. Et il y avait une petite fille qui était là de 14 ans qui a remporté le tournoi à Belleuil. Je l'ai vu jouer, je la suivais. Je peux pas croire qu'une jeune fille de 14 ans va battre des femmes comme ça. Elle a remporté le tournoi. Et regarde où elle est aujourd'hui. Et c'est un tournoi majeur. Et avec cette victoire-là, elle devient numéro 2, classée numéro 2 au sein de la LPGA. Juste après Lydia Ko qui était là. J'ai bien aimé l'esprit sportif de Lydia Ko lorsque Brooke Henderson a calé son roulé. Elle est allée la voir tout de suite, puis félicitations en prolongation. Oui, parce que elle, Mme Ko, en question, c'est la Tiger Woods du golf féminin. Elle remporte tout, là, en fait. Je la compare un peu à Annika Sorenstam à l'époque, quand Sorenstam dominait outrageusement la LPGA. C'était un peu la même chose. Écoute, Alex, on lève notre chapeau à Golf Canada, qui développe des jeunes golfeurs, jeunes golfeuses. C'est très, très bon. Je veux te parler un peu rapidement. Bon, ils ne veulent pas ici parce qu'on parle de NASCAR, mais bon, ça a été la fin de semaine du Grand Prix de Montréal. Victoire de Lewis Hamilton, voilà. Il baille en arrière de la caméra, mais en même temps, François, excuse-moi, mais le NASCAR, c'est pareil. Là, tu peux écouter les 50 derniers tours, puis ça se termine là. Écoute, Alex, c'est toujours le seul Grand Prix de l'année que je regarde, moi, le Grand Prix de Montréal, puis je te cacherai pas, j'ai aimé ça. C'était correct, honnêtement. C'était bien. C'était le fun. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y avait Tom Brady qui était là samedi. Et les spectateurs étaient très, très, très contents. Mais les journalistes, un peu moins, parce que c'est Tiger qui gérait ça un peu, seulement avec les journalistes des États-Unis. Finalement, il y a Frédéric Guy de TVA Sport qui s'est faufilé. Et tu as vu la photo, hein? C'est Didier Drogba qui lui a dit « Veux-tu que je prenne une photo pour toi? » Écoute, surréaliste. Alors, c'est Didier Drogba qui a pris la photo, si vous avez vu Frédéric Guy sur les réseaux sociaux, avec Tom Brady. Et ça a l'air qu'il est plus beau en vrai, plus grand en vrai, plus sympathique en vrai. C'est une vraie superstar. Ta conjointe qui t'a dit ça ou un de tes amis? Non, personne. C'est moi-même. Tu sais à quel point je déteste les pattes. Sinon, quoi d'autre? Pas grand-chose. Ben, bravo au Penguins de Pittsburgh. Belle victoire au niveau de la Coupe Stanley. J'étais content, Alex, de voir Pascal Dupuis sur la patinoire. Aussi. La Coupe Stanley. Tu sais qui est un des derniers à avoir touché à la Coupe? Matt Murray. Et tu as vu combien de temps Marc-André Fleury l'a gardé dans ses mains? Oui, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est normal un peu. Là, il y avait un malaise. Il y avait un malaise, mais en tout cas, un jour, peut-être qu'il va la savourer un peu plus, mais on l'espère. François, parle-nous, c'est un ami à toi, de notre invité de cette semaine. Écoute, on est bien heureux de l'avoir en studio, Alex. Lorsqu'on parle de mini-pot au Québec, il y a une légende qui revient, c'est le nom de Carl Carmoni. Et on a la chance de l'avoir en studio avec nous pour une émission complète cette semaine. Donc, on va parler vraiment des débuts du mini-pot avec Carl, comment ça a commencé. Pour lui, c'est là qu'il a rencontré sa conjointe, savais-tu ça? On a su ça, ben oui. On a su ça, vous allez savoir durant l'entrevue, il va nous expliquer ça. Et toi, Alex, on va parler un petit peu plus, hein? Est-ce que le mini-pot va revenir un Voilà, exactement. Les bourses dans les années. Écoute, c'était de l'argent. Tu potais. Au 18, des fois, tu potais pour 2000. Oui, non. Excuse-moi, mais c'est même encore aujourd'hui, c'est... Oui, définitivement. C'est de l'argent pas à peu près. Oui. Et tu on n'a pas de scoop pour vous, là. Est-ce que lui, Jocelyn, Noël, Bussière et compagnie, est-ce que ça se détestait? Ton oncle? Jacques Giasson, est-ce que ça se détestait à l'extérieur du terrain? Non, c'est des bons chums. Même que Jocelyn Noël, sont meilleurs chums. Fait que sur le terrain, c'était une chose, mais à l'extérieur, c'en était une autre. On s'arrête 5 secondes et au retour, la première partie que François a réalisée avec Carl Carmoni. Un coup, un birdie et c'est terminé, il se retrouve à la finale. La montée... Oh non! Birdie! Incroyable! Et Carmoni! Regardez la réaction! Carmoni vient de faire son entrée en grande finale! Quelle fin de match! On va revoir la montée, la ligne parfaite, le birdie,
1100 1250 pour le match, 1500 pour la saison. Le champion de la saison régulière 1991 sera au rendez-vous en finale 92. Ça fait des années et des années que j'achale mon ami Carl Carmoni pour venir à l'émission Sport Express. On l'a reçu régulièrement par téléphone et enfin, Alexandre lui a lâché un petit Facebook et Carl a accepté l'invitation. Carl Carmoni est avec nous. Salut Carl. Salut François. Écoute, pour mettre les gens dans le contexte, nous on se connaît depuis plusieurs années grâce à notre ami en commun Sébastien Diaz, qui est un bon ami à toi également. On s'est rencontrés dans le lancement du livre de Sébastien, Montréal Kitsch, qui avait lieu à la taverne Coucou à Montréal. Tu t'en rappelles des bons moments? Oui. Carl, parle-moi un petit peu du mini-pot. Écoute, tu es reconnu au Québec comme étant la légende du mini-pot. Comment ça a commencé pour toi, le mini-pot? Où est-ce que la passion est venue? Bien, ça a commencé, c'était en 70. Je me tenais avec mon lanceur, Pierre Sénécal. Moi, j'étais receveur pour le Midget 2A de la Chine. Okay. Et puis, il y avait une construction d'un nouveau terrain, un nouveau jeu, mini-pot. On a commencé à aller jouer. J'ai rencontré mon épouse, là. Ouais. Je m'ai marié avec. Et puis, tranquillement, il y a eu des tournois qui ont commencé. Fait que je jouais avec mon épouse au tout début, puis on gagnait des tournois. Après ça, il y a eu des tournois de la télévision en 110, 111, 112. Donc, on a passé 3 ans à plein temps là, à jouer au mini-pot. Ah, c'était rendu un travail à temps plein? Pratiquement, parce qu'en 72, même, je faisais plus d'argent au mini-pot qu'à travailler. J'ai lâché ma job en 72 pour aller faire des tournois de mini-pot, 112, 113. Je travaillais à 60 par semaine. J'en gagnais 300 par fin de semaine à jouer au mini-pot. Incroyable. Oui, ça n'a pas duré parce qu'en 74, là, les terrains indépendants sont arrivés, ce qui a nuit à mini-pot. Et puis, ce qui a fait qu'en sorte que plusieurs mini-pots ont fermé, la compétition a arrêté. Parce qu'avant, est-ce que c'était toujours des terrains là, vraiment réglementaires, mini-pot, comme on voit dans, je m'en ai dit dans plusieurs villes du Québec, mais il y en a de plus en plus qui ont fermé, on en voit de moins en moins, des terrains selon vos normes? Bien, disons qu'en 70, il existait une sorte de mini-pot. C'était des mini-pots authentiques, le parcours mini et maxi. Il s'était construit 125 parcours de 18 trous au Québec jusqu'en 1973. Mais là, il y a eu tellement d'indépendants qui sont venus construire des choses artisanales que ça a dilué le produit. Et puis, ils ont pratiquement des mini-pots, ils ont tout fermé. Il en a resté une trentaine sur 125 d'ouverts. Le même phénomène a recommencé en 93, quand Minipot a commencé avec le défi Minipot en 90 à RDS. Ça a pris. Mais là, les golfeurs sont arrivés en 93. À peu près le même phénomène s'est reproduit. Parle-moi un petit peu de la pratique du mini-pot. Tu dis que tu travaillais presque à temps plein comme joueur de mini-pot. C'est de l'entraînement, on est sur le terrain à tous les jours? Bien, disons que, pour te donner un exemple, en 91-92, quand je m'ai classé après mon retour là, à la compétition, pour être de calibre, avant un enregistrement de télévision, on peut dire, dans mon cas, moi, c'est 25 à 30 heures de pratique semaine, durant 2 semaines avant les enregistrements. Sinon, tu ne seras pas de tog. Et on va se pratiquer au terrain où ça va être tourné? Parce que c'est pas la même chose dans tous les terrains. Parle-moi un petit peu de la diversité, même si c'est le même parcours. Chaque terrain a son... Disons que sur 125 totems au Québec, parce que tous les mini-pots authentiques, c'est tout le premier trou des totems jusqu'au plateau 18. Sur 125 terrains, le numéro 1 totem, il y en a peut-être 2 que je joue pareil. Les autres, c'est tout différent. C'est comme un allée de quilles, si on veut. Okay. Il y a des déviations qui sont différentes. Il y en a que le retour arrière est plus favorable. Il y en a que le tapis est plus lent. La déviation de gauche à droite, d'autres, c'est de droite à gauche. Donc, c'est tout différent. On prend des notes, j'imagine, quand on va sur les différents terrains du Québec? Oui. Moi, j'ai à peu près là, un bon 150 carnets de notes, du 1er au 18, qui dit les 3 facteurs importants au mini-pot, c'est 1, le départ, où tu te places sur le tapis. Très rarement, je vais être au centre. Okay. Après ça, la direction, c'est pas comme au golf. On n'enligne pas le trou à l'autre bout puis dire je place ma ligne. Tout se fait avec la ligne de départ au début. C'est des codes d'ouverture ou de fermeture de la lame. Okay. Donc, moi, mes codes, j'en ai plusieurs. Là. Je peux dire c'est départ coin gauche, un semblant d'ouvrir. Donc, c'est juste une pensée à droite. Double fake d'ouvrir, on rouvre encore plus. Après ça, tu as le facteur le plus important à 90 %, c'est la vitesse. Okay. Contrairement au golf, là, au mini-pot, 90 %
d'importance, c'est la vitesse. Tu peux te tromper dans la ligne, tu peux te tromper sur le départ, puis si tu ne te trompes pas dans la vitesse, 90 tu vas l'avoir pareil. Tu peux avoir parfait départ, parfaite ligne, si ta vitesse n'est pas bonne, tu as zéro chance de le faire. Carl, les gens t'ont connu à RDS grâce au défi Miniport. Pour participer à des événements comme ça à la télévision, j'imagine qu'il y avait des qualifications. C'est pas monsieur tout le monde qui peut aller jouer, devant les caméras d'RDS? Oui, mais c'est monsieur tout le monde, oui, sauf qu'il y a des tournois de qualification. Donc, tout le monde est invité au tournoi de qualification. Et puis, dans ce temps-là, on prenait les 10 meilleurs de chaque tournoi, allaient se classer pour les émissions de défi Miniport. Mais la compétition était féroce parce qu'en 70, il y avait au-dessus de 1000 participants. Qui allait par étapes, l'étape locale, la petite classe dans ton mini-pot avant, l'étape régionale, qui en prenait encore d'autres, puis l'étape finale, pour tomber à 244 finalistes à travers des 1000 qui s'étaient à peu près inscrits là, dans 2 mini-pots pour essayer d'y réduire. Et puis sur les 244 participants, c'était 2 jours de tournoi, 144 éliminés le samedi après 4 parties. On continuait les 144 autres personnes pour le dimanche. Je faisais un total de 8 parties. Et le premier avait 6 000, le dernier avait 50 $ sur le 144. C'était assez féroce. Parle-moi un petit peu de la popularité du défi Minipot à RDS quand ça a commencé. C'était incroyable. Je m'en rappelle, moi, comme si c'était hier, puis j'étais pas vieux. Vous étiez des vraies vedettes, là? Bien, oui. Puis moi, j'ai découvert ça. On ne l'a pas demandé, là. Ça nous a tombé dans le visage comme ça. Disons qu'avec 305 000 téléspectateurs le mercredi en première diffusion, incroyable. Autant le samedi soir, autant le dimanche, qui donnait pratiquement 915 000 personnes qui regardaient ça. Il y a une journée, je m'en vais voir, c'était des Stanberg dans ce temps-là, nous autres, notre grosserie. Je m'en vais chez Stanberg, je me suis retrouvé avec une cinquantaine de personnes en entour de moi, ils demandaient des autographes. Non, c'est ça, tu étais comme une vedette, là. Les gens te reconnaissaient beaucoup. Encore aujourd'hui, on te reconnaît, mais dans ce temps-là, c'était encore pire. Oui, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas voir une émission de télévision, tu gagnes, tu en joues 3, 4, 5, mais tu es toujours sur le terrain de Minipot, puis au travail en 91. Tu vois pas personne, là. Travail, terrain de Minipot. Il y a un samedi, il pleut, il n'y a pas de tournoi, il n'y a rien, tu vas faire ta commande. Là, ça fait 8 semaines de ta télévision. Là, la première place que tu fais, c'est tu rentres dans la grosserie, faire tes emplettes. Là, le monde se garoche. J'étais allé aussi à Camp-Grignon, à la Ville-la-Salle, le centre de Jean-Grignon. J'étais envahi, là. Je me demandais ce qui se passait, puis c'est là qu'on a vu que, wow, c'est écouté. C'est écouté. L'impact était épouvantable. Carl, parle-moi un petit peu de Serge Lemains, qui est un visage tellement reconnu au Québec. Et on l'a connu, nous, grâce au Minipot, le fameux Carl Carmoni. Birthday, c'est de lui que ça vient. Parle-moi du personnage, Serge Lemains, un peu. Bon, Serge Lemains, c'était sa fête cette semaine. Fait qu'on Bonne fête, Serge. Bonne fête, Serge. Et puis, Serge, on est en contact, on se parle pratiquement toutes les semaines. On fait pas mal de choses ensemble encore. Quand il y a des démonstrations, on est invités. Serge, c'est un homme ferme, travailler avec, c'est professionnel. La rigueur. Rigueur au bout. Et puis, moi, j'ai travaillé avec lui 1 an comme co-animateur à ses côtés. J'ai bien paru, mais si t'enlèves Serge de là, on est des amateurs de ce côté-là, dans le côté animation, co-animation. Sans Serge à côté, non, t'as l'air de rien, mais avec Serge, j'ai bien paru. C'est un gars qui est ferme, il aime le professionnalisme. Quand il y a des enregistrements, il va aller placer les caméras, il va dire au gars, cette caméra-là, quand lui a joué, bien là, c'est l'autre qui embarque. À Shawinigan, on a fait une émission avec TV Go, une série. Il est venu la journée d'avant. Sur le web? Sur le web. Placer les caméras, mettre des petits collants en terre, montrer où les caméras iraient. Il aidait au groupe technique. Travailler avec Serge Lemains, ça, c'est un bonheur. Carl, les gens à la maison vont dire pourquoi ils ne posent pas la question encore, mais c'est parce que je vais laisser Alexandre poser la question. Ça va survenir un jour, le Minipot à RDS? Réponds-moi pas tout de suite. Je vais céder ma place à Alexandre, puis on va pouvoir parler de ce qui s'en vient pour le Minipot. Carl, merci beaucoup d'être passé en studio. J'apprécie énormément. Bien, ça me fait plaisir. Nous sommes de retour à Sport Express pour ce spécial Carl Carmoni. Et là, on a des petits accessoires, mais on n'expliquera pas aux gens comment poter. Mais tantôt, on va y revenir pareil, du potting.
Carl, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis content, moi, de te rencontrer. C'est la première fois, comparativement à François, moi, c'est la première fois que je te rencontre. Mais ça me fait plaisir, Alexandre. Mais on connaît du monde en commun. On va y revenir tantôt, parce que moi, le mini-pot, c'est de famille, puis j'ai de la pression, parce que cette entrevue-là va se ramasser jusqu'à Fort Lauderdale. Je te le dis tout de suite. Elle se ramasse en Floride, ça, c'est sûr. François a terminé avec une question piège. Carl, est-ce que tu es pour parler, peut-être pas RDS, mais est-ce que ça se parle dans le milieu de ramener le mini-pot à la télé? Bien, disons qu'il faut comprendre que le défi Mini-Pot, c'est des propriétaires qui se payaient une publicité. Donc, c'était eux ensemble qui déboursaient à peu près entre 5 000 par Mini-Pot pour se payer une publicité via le défi Mini-Pot. Donc, ça, les joueurs aimaient ça parce que ça permettait aux joueurs d'aller compétitionner à la télévision pour des très bonnes bourses, des 50-60 000 en bourse, en formule bourse rapportée à 2 000 par émission. Sauf que là, à 44 mini-pots franchisés dans le temps, en 90, c'était facile. 2-3 000, ça coûtait 80 000, tout est l'animateur inclus, les bourses, c'était pensable. Par contre, quand ça a fini en 2000, c'était des commanditaires qui payaient, qui finançaient une grosse partie du show. Mais présentement, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher, les propriétaires ne cèdent pas parce qu'ils ne veulent plus investir dans une publicité de défi Mini-Pot. Puis réellement, je pense que moi, il y a 2 ou 3 propriétaires maximum au Québec, parce que je les connais tous, là, qui sont intéressés à investir dans un show, mais à 3, à 30, 40 000 chacun. C'est 10 000. Ça commence à être pas mal le revenu annuel, c'est ça. Pour certains. Puis pourtant, tu leur fais de la belle pub parce que tu es suivi quand même par 5 000 personnes sur Facebook. Tu es dans un mini-pot quasiment à tous les week-ends l'été. C'est de la belle pub que tu leur fais. Oui, bien, je le fais de la pub via la section verte de Mini-Pot. Parce que la section jaune, c'est la section compétition. Mais la section verte, c'est je donne beaucoup de montants pour les offres de charité, comme qu'on a fait SP Golf pour la sclérose en plaques cette semaine. Je m'en vais faire une autre émission d'autres, Enfants Soleil, Le Camp. Et puis ça, j'agis bénévolement de mon temps. Et puis, ça lui fait de la publicité. Je suis invité dans des émissions de télévision comme RDS, le 5 à 7, Penelope McQuaid, ici. Ça, oui, c'est une publicité gratuite que je lui fais via la section verte depuis 2005. Et puis, ça les aide un peu à entendre parler Mini-Pot. Puis la publicité, c'est important. Tu entends parler Mini-Pot, dans le monde, on va jouer au Mini-Pot. C'est aussi simple que ça. Là. Exact. Si tu n'entends pas parler comme qu'il y a eu entre 2000 et 2005, le monde pensait que ça n'existait même plus de Mini-Pot. C'est vrai. Mais tu le disais aussi, il y a des endroits, parce que bon, moi j'ai joué souvent au mini-pot de Delson, parce qu'on va revenir à Jacques Giasson, qui est mon nom, exactement, que tu connais bien, et Louise Giasson également, qui était votre marqueuse officielle. Et on voit une photo présentement, tu es à côté de Louise, et moi j'ai joué longtemps à ce mini-pot-là. Mais à un moment donné, tu sais, ça tombait désuet. Les gens s'en occupaient pas. Je parle pas de celui de Delson, naturellement, mais les autres à d'autres places. Tu sais, moi, je viens de Saint-Bruno, Sainte-Julie, ça a été long avant qu'ils investissent aussi. Oui, mais ce qui est arrivé, c'est qu'en 2000, le défi Mini-Pot a été retiré de la télévision. Il y a eu une baisse d'achalandage, surtout avec l'avenue des Rigolfeurs en 93. Ça donnait méchant coup aux propriétaires de Mini-Pot. Certains ont fermé, certains, pour changer les tapis, bien, ils attendaient. Là. Il n'y avait pas les moyens de mettre de 8 à 10 000 pour changer les tapis. Les terrains étaient un petit peu moins entretenus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, tu vas sur n'importe quel terrain, Saint-Hyacinthe, Black Lake, Terrebonne, c'est de toute beauté, les terrains. De la minute qu'il y a de quoi sur un tapis, c'est réparé immédiatement. Et puis, le fait que ce qui a aidé beaucoup, c'est qu'en 2005, quand il était 5 ans sans aucune compétition, j'ai misé sur les débutants et les amateurs dans une formule Pro-Am. On fait 5 à 6 terrains par année au Québec, un peu partout dans la province. On emmène des nouveaux à jouer en équipe avec des élites. Donc, qui gagne, on ne le sait pas. C'est pas mal équilibre partout. Et puis, ça a attiré quand même 560 nouveaux joueurs en tournoi parmi ce que j'appelle la masse, ou ce qui est le plus gros des joueurs, qui est la masse débutante et amateur. Donc, parmi ceux-là, il y en a 560 qui jouent, parce que les 30 autres, c'est des élites qui se promènent. Eux autres, pour le fun, ils vont aller jouer en semaine, pratiquer, ils vont embarquer dans les ligues. Donc, depuis 2005, on peut dire que l'achalandage sur les terrains de mini-pot
EOC, un peu grâce au tournoi de la section jaune qui est du Pro-Am, qui a plus de 560 amateurs au Québec qui jouent sur 30 terrains, qui vont jouer une fois ou deux par semaine, comparativement à ne pas y aller du tout. Exact. Ça paraît dans les chiffres à la fin de la saison. Et puis en plus, la section verte, que je prête mon nom à diverses activités, que je fais un peu de présence dans les médias pour parler de la compétition mini-pot. C'est une publicité gratuite. Oui. Ce qui fait que les mini-pots maintenant se maintiennent. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait un autre intervenant majeur comme qu'il y a eu en 73 avec les indépendants. Oui, c'est ça. Et les rigolfeurs qu'il y a eu en 93 qui est venu saturer le marché. Je ne pense pas qu'il y en ait un autre là, qui va Puis arriver Minipot, avec c'est ça. revenu in aussi, on va se le dire. Là, tu sais, à l'époque, début des années, bien, tu l'as dit, là, 2000, je m'en vais jouer au Minipot. À quoi? Tu sais, c'est un petit peu plus péjoratif. Ça ne l'est plus maintenant. Carl, rapidement, parce que ça va vite, moi, je veux qu'on revienne vraiment à l'essence même du Minipot, de ce que moi, je me souviens, dans les grosses années, tu le disais tantôt, jusqu'à 60 000 $ en bourse. Oui. Les gens disent, « Hey, on voit des vidéos de Carl Carmoni sur Internet, on en voit présentement, tu sautes partout avec ton ça se pourrait, ça se pourrait. » Mais quand tu potes pour 2000, c'est 2000 $, Carl. À un moment donné, c'était pas juste fauné, là. Tu voulais Non, gagner. il n'y a rien de vraiment Mais Minipot. non, c'est Là. ça. Non. Ce qui arrive, c'est que tu vas, c'est comme au quai. Tu vas pratiquer au quai, c'est facile. C'est facile. Caméra passe. Hop. C'est pas le même game, hein? Non, c'est plus la même game pantoute. Il y a du monde qui vont jouer au Minipot pour le fun, ils vont jouer 32. Comme au quai, ils vont jouer 225. La caméra part, c'est plus pareil. Le gars de 200 au quai, 225 au quai, il peut jouer 120. Exact. Le gars qui joue 32 au Minipot, devant une caméra, il peut jouer 45 puis il ne saura pas. Parce que c'est bien beau la pratique. Ce qui est important dans une compétition, le facteur, pas le plus important, mais il faut que tu connaisses le terrain par cœur. De toutes les déviations, si tu ramasses dans un coin, des fois, tu frôles la coupe, tu ramasses dans un coin, il faut que tu saches exactement où ça dévie. Ça, c'est pour les 30 trous mini-maxi. Quand il y a un tournoi, il faut que tu le saches. Ça demande 30 heures de pratique dans une semaine avant un tournoi pour un 18. Hey, c'est incroyable. Là. 30 heures. Moi, je mettais entre 25 et 30 heures 2 semaines avant le tournoi. Mais le facteur le plus important, c'est ici. Si tu n'es pas capable de contrôler ton stress, tu es fait. Ouais. Tu as beau être le meilleur joueur au monde, connaître le terrain par cœur. Quand tes caméras allument, si tu n'es pas capable de contrôler ton stress, parce que le stress, qu'est-ce que ça cause? Ça vient couper le message que ton subconscient envoie à tes membres. Quand on fait un élan au quai ou au Minipot, il y a plusieurs mouvements. Il faut qu'on fasse de la vitesse, l'angle. Il ne faut pas que je casse les poignets. Tu ne penses pas à tout ça, là. Ton subconscient t'envoie 90 des messages. Toi, tu as qu'une affaire à concentrer, c'est la vitesse. Tu places ta ligne, tu vérifies ta vitesse. La seule affaire que tu concentres, c'est la vitesse. Le reste, c'est tout ton subconscient. Si ton subconscient il est bloqué par ton stress vient bloquer le message, t'es fait. Ouais. Ça accélère ton mouvement. Un mouvement gracieux au quai, que ce soit au Minipot, c'est gracieux. Quand tu es stressé, tout est précipité. Exact. Tout est précipité. Tu es dans le décor. Fait que le facteur numéro 1, puis on peut dire qu'il y a 3, 4 joueurs. Il y a Jules Bussière, moi, Jocelyn Noël, puis je pourrais dire Sylvain Boucher. C'est les 4 joueurs que tu mets une caméra, on va faire 10 fois plus de birdies que quand il n'y a pas de caméra. La pression, vous aimez ça. Mais ça se voyait aussi à l'écran. Je ne sais pas pourquoi, ça ne s'explique pas. Tu mets des caméras, tu es certain qu'on va le faire, le birdie. Souvent, je donne des démonstrations, le birdie. Ils vont dérouler un tapis, je ne l'ai même pas pratiqué. Tu es en direct, comme m'appelle Penelope McQuaid ou n'importe quoi. Déroule un tapis, là, je ne l'ai même pas joué. Bon, les autres pensent que je vais en mettre dedans. Bien, je la mets toujours dedans. Je ne sais pas pourquoi. Mais à date, je la mets toujours dedans. La confiance. C'est ça. Mais la journée, je ne la mettrai plus dedans, ils ne m'inviteront plus. Voilà, c'est correct. Puis c'est correct de même aussi, Carl. Puis en terminant, on a 15 secondes. Tu as amené tes bâtons, mais quand tu vas jouer au golf, une semaine, tu joues une fois. Une autre semaine, tu joues 2 fois. Tu me l'as dit tantôt. Oui. Es-tu un aussi bon potteur Je devrais dire que oui. Ouais. Si je réussis à jouer, à rouler, casser 90, c'est à cause de mon poteur. OK.
C'est vraiment quand tu es rendu sur le vert que la game va changer. En passant, c'est mon putter de 1970 à 73. Wow! C'est pas pesant. Non, pas en tout. Tu as Lui- changé la grip, par exemple, parce que le cancer du sein n'était pas là en ce temps-là. Il Non. était là, mais la fondation, non. C'est ça. Et puis ça, c'est le même putter, la même forme, légèrement plus pesant, qui me permet de le prendre au mini-pot et au golf. Écoute, je tiens dans mes mains quelque chose de légendaire. À 6,99 chez Canadian Tire en C'est pas pire, hein? 1970. J'aime ça. Hey, Carl, merci beaucoup. Ça Au fait plaisir, plaisir. Bonne Alexandre. continuité. Merci. François, avant de parler de NASCAR, on va parler de football scolaire. Oui, football cadet. Félicitations à Nathan Vivier qui est choisi sur l'équipe de la Bravo. Coupe Spalding qui sera présentée en juillet prochain, Alex. Il y a également le camp préparatoire des Cerbères pour la saison 2016 qui va débuter le 10 août à Racicot et le 24 août au stade. Et les Titans cadets changent de nom pour maintenant s'appeler les Obélix. Oui, j'ai vu ça passer Ouais. sur... Et le camp commence le 22 août, Alexandre. Merci, François. Et toi, il y avait du NASCAR. Oui, dimanche dernier était présentée la 15e course de la série Sprint de NASCAR. C'était le Firekeepers Oh, yeah. Casino 400 sur l'ovale du Michigan International Speedway de Brooklyn au Michigan. Joey Logano a remporté sa première victoire de la Bon, saison. enfin, Joey. Hey, tu me l'as demandé tantôt Ouais. quand est-ce que Logano va remporter sa Ben, première ouais. victoire. C'est fait en menant 138 des 200 tours de l'épreuve. Tantôt, il chialait hors d'onde que Lewis Hamilton a mené partout, excuse-moi, mais 138 sur 200 au NASCAR, c'est pas mal, je trouve, moi. Mais quoi qu'il en soit, il était suivi de Chase Elliott, toujours bien connu dans sa famille, et Kyle Larson. Ouais, Brad Keselowski et Kevin Harvick complètent le top 5. Alors, le classement des pilotes, j'espère qu'il va être bon cette semaine, parce que la semaine passée, tout ce que je disais, c'était rien de bon. Hein, marqué à côté, ça va être bon? Parfait, excellent. Donc, Kevin Harvick est premier, Kurt Busch est deuxième, Brad Keselowski est troisième, Carl Edwards est quatrième, Joey Logano est cinquième. Autre pilote avec au moins une victoire, François septième, Jimmy Johnson, Martin Truex Jr. huitième, 9e Kyle Busch, 10e Matt Kenseth, 13e Denny Hamlin. Prochaine course, dimanche le 26 juin. Oh, on saute à 15h. C'est le Toyota Save Mart 350 en direct du circuit routier de Sonoma Raceway, Sonoma en Californie. Vite, vite de même, Patrick Carpentier devrait être là. Parce que pour les circuits routiers, Posé. oui, il a signé, on l'espère du moins. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.